Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19 heures. À la une de l'actualité locale ce mardi, nouveau droit de retrait exercé par les conducteurs des transports scolaires du territoire. Conséquence pour les élèves de l'île aujourd'hui, difficile voire impossible de se rendre au sein de leur établissement respectif. Les détails au cours de cette édition juste après les titres. Pas de ramassage scolaire demain. En effet, les conducteurs de l'île poursuivent leur droit de retrait débuté mercredi dernier. Ils réclament la mise en place immédiate du protocole d'accord signé 2 semaines auparavant avec les autorités. Le point en ouverture de votre journal. Le 27 février prochain, les adhérents du MEDEF désigneront leur président. Thierry Gallarme, actuellement en poste, se représente et fera face à Carla Bactus, actuelle présidente du Pôle emploi. À 2 semaines du scrutin, la bataille bat son plein entre les deux candidats. Et explication. Alors que la 3e édition des Journées mondiales des zones humides suit son cours, nous avons choisi de faire un focus sur un de ces milieux spécifiques de Mayotte, le lac Kariani. Retour aux sources avec l'association de protection des oiseaux Gepomaï à la fin de votre journal. Comme annoncé, nouveau droit de retrait exercé ce mardi par le personnel des transports scolaires. Le ramassage des élèves de l'île n'a pas été assuré pour la 6e journée consécutive. Des cars scolaires victimes une fois de plus la semaine dernière de caillassage sur le réseau Allo. Aujourd'hui, les conducteurs de bus se disent pas prêts à reprendre le service tant que le protocole d'accord signé il y a 2 semaines avec les autorités ne sera pas mis en place avec effet immédiat. Reportage sur place. Nouvelle journée sans transport scolaire pour les élèves du territoire. Malgré un protocole d'accord signé il y a 2 semaines avec les autorités, les conducteurs de bus ont décidé ce mardi de maintenir leur droit de retrait et demandent à présent une réaction immédiate. Le protocole d'accord qui a été signé, pour l'instant, n'est pas respecté, même si on nous dit, on veut bien entendre que ça prend du temps. Mais en attendant, nous, on est toujours pas en sécurité. Parce que visuellement, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours les mêmes choses qu'il y a eu avant. Donc les chauffeurs ne se sentent pas en sécurité de prendre les véhicules et de ramasser les élèves. On demande des mesures d'urgence, donc qui soient visibles dans l'immédiat. Donc si vraiment on veut que les enfants aillent à l'école, il faut que les responsables concernés se mobilisent et qu'ils pensent très vite à une solution d'urgence pour que justement, nous, on puisse se dire on va prendre le travail en toute sécurité. Situation devenue préoccupante, sur le terre-plein de Mtsapéré, le directeur de Matisse, venu à la rencontre du personnel en retrait, tente de convaincre par le dialogue et en appelle aujourd'hui à la reprise du service pour une mise en application rapide des mesures annoncées. Il devient nécessaire de reprendre le travail pour pouvoir mettre en pratique le protocole d'accord, puisqu'il était convenu par rapport au plan de transport adapté, de tester une non-desserte d'un point qui a été victime de caillassage, donc qui permettra aux forces de police de venir sécuriser et informer la population en disant attention, dans votre village il y a un problème, il faut vraiment pouvoir trouver une solution pour que les bus puissent circuler en toute sécurité dans votre secteur. J'appelle surtout les conducteurs de reprendre le travail pour qu'on puisse ensuite trouver des solutions beaucoup plus pérennes dans le temps et réfléchir sur d'autres moyens qu'on peut mettre en place collectivement et dans la discussion. Un mouvement qui devrait dépasser les frontières des problématiques scolaires. Si la société civile, par le biais du collectif des citoyens de Mayotte, a décidé de suivre le mouvement des transporteurs, l'intersyndicale pourrait bien se joindre à la mobilisation dans l'optique d'éradiquer dans l'unité générale le fléau de l'insécurité territoriale. En attendant, ce mercredi, le ramassage scolaire ne devrait pas être assuré pour la 7e journée consécutive. Bonsoir Tadjidine Indaroussi. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Union départementale des confédérations syndicales des familles de Mayotte.
Votre syndicat, votre mouvement a décidé d'apporter son soutien au mouvement du conducteur des transports scolaires et appeler également les parents à garder les enfants à la maison. Pour quelles raisons? Alors, écoutez, aujourd'hui, cela fait déjà beaucoup de jours, 3 semaines, que nous subissons une insécurité inqualifiable ici à Mayotte. Notamment, cette insécurité est visée dans les établissements. C'est ce qui nous inquiète aujourd'hui parce que les parents, nous avons eu des parents qui nous ont interpellés, qui nous ont dit qu'ils ont peur d'envoyer les enfants à l'école. Alors aujourd'hui, si les transporteurs se mettent en grève, une sorte de grève, un droit de retrait, c'est comme une sorte de grève. Alors, si aujourd'hui ils se mettent, ce n'est pas pour rien. Nous les avons écoutés, des réunions ont été faites ce week-end et nous les avons écoutés. Nous avons compris que il en va de leur société. Donc, si de leur sécurité, plutôt. Aussi de leur société aussi, parce que s'ils continuent à travailler dans cette ambiance d'insécurité, bientôt on n'aura plus d'outils de travail. Chaque fois qu'ils passent sur certains endroits, c'est tout le temps ces endroits-là où ils sont caillassés et ça leur coûte vraiment beaucoup d'argent pour réparer. Donc si on continue, on pense que bientôt on n'aura plus de bus et que les parents seront amenés à amener les enfants eux-mêmes aux établissements. Pourtant, des annonces ont été faites dernièrement par les autorités. Ils se sont engagés justement à sécuriser un peu plus la ligne, notamment on pense à 2 gendarmes sur certains réseaux, sur certains tronçons. Dans les bus, ce n'est pas suffisant pour vous aujourd'hui? Écoutez, il faut arrêter de bricoler. Aujourd'hui, nous, on a compris que le gouvernement, l'État français, bricole ici à Mayotte. Ce n'est pas 2 gendarmes que un groupe de gamins vont s'arrêter de faire ce qu'ils veulent faire. Nous avons déjà vu la preuve. Ils ont placé les gendarmes, mais ils sont caillassés. Donc aujourd'hui, ils sont revenus encore au point de départ. Donc le système de mettre des gendarmes dans les bus ou de les placer quelque part, ça ne suffit pas. Il faut absolument qu'on trouve ces gens-là, ces voyous qui sont en train de mettre Mayotte dans une situation pas possible et les punir. S'il n'y a pas de punition, s'il n'y a rien de fait, il n'y a pas de structure pour accueillir des enfants, nous savons très bien que depuis longtemps, il y a des enfants qui n'ont pas été scolarisés ou ceux qui étaient scolarisés qui sont maintenant dans les rues et qui n'ont rien à faire. Donc c'est une sorte de vengeance pour que les autres ne poursuivent pas des études. Donc si aujourd'hui les autorités n'arrivent pas à endiguer ou à mettre des choses concrètes de long terme, nous sommes persuadés que rien ne se fera ici à Mayotte. La déviation de certains arrêts, pour vous, est-ce que ça ne passe pas? Est-ce que c'est une solution possible également? Nous, de toute façon, nous, dans la Confédération des familles, ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous avons besoin d'une sécurité de tout Mayotte, que tous les enfants soient amenés aux établissements, à l'école pour poursuivre leurs études. Il faut une égalité de chance pour tout le monde. C'est ce qu'on dit tout le temps. Donc, il faut vraiment mettre quelque chose de concret. Donc la situation pour vous n'est plus vivable, n'est plus tenable pour les parents d'élèves? Ce n'est pas tenable et ce n'est pas vivable. D'ailleurs, tout Mayotte crie alarme. Nous pensons que bientôt, il y a quelque chose qui va éclater et nous ne voulons pas arriver là-dessus. Quand vous dites quelque chose, c'est-à-dire? Mais écoutez, lorsque vous laissez impunément des groupes de gens s'aimer la terreur, eh bien, bientôt, il y a aussi d'autres personnes qui vont se substituer comme des justiciers pour y riposter. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons. Est-ce que les parents n'ont pas leur part de responsabilité également dans cette histoire? Mais écoutez, aujourd'hui, je pense qu'on a tous compris, il y a des parents qui font leur travail. Mais il y a des parents qui n'arrivent pas. Dans tous les pays du monde, il y a des parents comme ça. Il faut les accompagner. Il faut des structures pour accompagner ces parents-là. Mais il y a aussi des enfants qu'on ne sait même pas qui sont les parents.
C'est ça le problème. Ici, il y a une variété de problèmes qu'on ne peut pas recenser. C'est ça le souci. Tant qu'on ne peut pas contrôler la démographie, contrôler les gens qui rentrent à Mayotte, tant qu'on ne peut pas savoir qui habite juste à côté de mon quartier, je pense qu'il est impossible de trouver vraiment des solutions concrètes. Il faut que le gouvernement français envoie vraiment une mission, des gens qui viennent vraiment ici constater vraiment les dégâts qui en ce moment pour éradiquer le fléau. Pour vous le remettre, c'est d'abord l'envoi d'une mission et puis vous attendez des propositions, vous-même vous proposez des pistes. Écoutez, le dimanche dernier, nous nous sommes réunis en collectif et là, il est sorti qu'il faudra penser à mobiliser. Là, il y a une mobilisation qui se prépare et je pense que ça va mobiliser vraiment et j'ai peur qu'on va tout bloquer Mayotte et ça, ce n'est pas ce qu'on cherche nous. Avant cela, justement, il y a une réunion d'urgence qui est prévue à la préfecture ce vendredi avec les autorités compétentes. Qu'attendez-vous justement de cette table ronde, de cette nouvelle table ronde? C'est encore une autre réunion. Les réunions, nous avons fait plein et plein de fois et c'est toujours les mêmes discours qui ressortent. Pour cette réunion, nous allons juste leur redemander encore de prendre les choses au sérieux à Mayotte, d'arrêter de bricoler et nous attendons des choses concrètes. On n'a plus besoin de discours ou des états de lieu. On n'en a plus besoin. Nous avons besoin vraiment des choses concrètes, qui nous envoient des personnels, qui recrutent des gens pour faire ce travail-là. Mais ici, on a l'impression que Mayotte n'est pas pris au sérieux. Et ça nous inquiète aussi que les autorités locales sont silencieux, qu'on ne comprend plus par rapport à cette affaire. Vous les trouvez trop silencieux? Les élus de manière générale ou Les élus de manière générale. Les maires ne réagissent pas. Les parlementaires, on ne les entend pas. Le conseil départemental, on ne les entend pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on leur a vraiment bloqué? Est-ce qu'on leur a fermé exprès pour ne rien dire? On ne comprend plus ici à Mayotte. C'est les parents, c'est des associations qui s'y mettent depuis le commencement de ces violences, qui sont toujours en train de travailler, mais on ne voit pas ces élus. Et pourtant, on voit aussi également se mobiliser la société civile, par le biais notamment du collectif des citoyens de Mayotte. Est-ce que c'est l'alternative justement vous pensez, pour éradiquer ce fléau de l'insécurité? Le collectif est là pour proposer. Donc, nous allons voir. Vous êtes ravis justement qu'ils viennent, qu'ils rejoignent votre mouvement? Bien sûr, et nous allons voir qu'est-ce qui va aboutir de cela. En attendant, vous appelez les parents les parents d'élèves de tous les établissements scolaires de garder leur enfant? Tant qu'il n'y a pas de sécurité, je pense que c'est la solution. Parce qu'il était irresponsable lorsqu'on a discuté par rapport au problème de Karani et qu'on n'avait pas trouvé de solution. On a laissé fonctionner les établissements et tout de suite, la même chose a recommencé au lycée de Tsararanou. Donc, si on va laisser et puis bricoler des choses, nous allons aboutir à quelque chose de très grave. Est-ce que le gouvernement français veut avoir des morts à Mayotte pour réagir? Ça, nous, on se pose cette question. Nous sommes à l'approche également, dans moins de 4-5 mois, des examens de fin d'année scolaire. Êtes-vous inquiet si la situation persiste de la sorte? Les enfants ont déjà perdu 3 semaines. On sait très bien qu'ils n'ont plus les mêmes apprentissages qu'ils devaient faire. Ils n'ont pas fait le programme que les autres étudiants des autres DOM, des autres départements ont fait. Donc nous savons très bien que ça sera vraiment une difficulté pour nos enfants. Là, c'est comme si on est mort. Il ne faudra plus avoir peur de pourrir, comme on dit en chimaouré. Merci. Tadjidine Indaroussi, vice-président de l'Union départementale des confédérations syndicales des familles de Mayotte, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est ce que l'on pourrait appeler une relation qui prend l'eau. Depuis plusieurs mois,
Des usagers de Ponton de Plaisance de Petite et Grande Terre ont décidé de s'attaquer à l'actuel délégataire, la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Constitués en collectif, les utilisateurs montent au créneau face à ce qu'ils considèrent comme une mauvaise gestion, auquel s'ajoutent aujourd'hui des accusations graves transmises au procureur de la République. Invité de la matinale de Kwesi, Patrick Varela est revenu sur la situation rencontrée par les usagers ainsi que les documents envoyés à la justice et faisant état d'attestations de raquettes contre des plaisanciers ou encore des courriers de menaces. On l'écoute. Écoutez, on a envoyé des documents, attestations de plaisanciers qui se plaignent de raquettes, de certains effectifs de la CCI, de menaces, tout ça pour toucher de l'argent en espèces, sans facture. C'est grave, on l'a transmis au procureur en sachant... Vous imaginez quoi derrière? Quand vous dites ça, on sent un doute, un soupçon C'est pas un doute, Patrick. Quand vous avez des attestations, quand vous en avez une attestation, oui, ou deux, oui, bon, vous pouvez avoir un doute. Oui. Là, c'est pas un doute. On en a plusieurs. On en a 6 ou 7 attestations de plaisanciers, voire même des menaces de couper les haussières pour récupérer de l'argent en espèces. C'est grave. On a même des courriers qu'on a récupérés, mais ça va rebondir dans pas longtemps, dans les semaines à venir. Vous allez avoir du personnel de la CCI qui a dénoncé ces choses-là. Ces détournements de fonds, qui a déposé... et ces gens-là se sont fait écarter de la CCI. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus de travail. Et ils déposent plainte contre la CCI et c'est devant les avocats. En économie, les patrons adhérents du MEDEF Mayotte sont appelés aux urnes le 27 février prochain pour élire le prochain président du mouvement. Pour l'heure, ils sont 2 à s'être déclarés ouvertement candidats. Le président sortant, Thierry Galarme, face à lui, l'entrepreneuse Carla Baltus, également présidente du Pôle emploi, qui semble décidée à conquérir le siège du patronat territorial et devenir ainsi la première femme à occuper ce poste. À 2 semaines du scrutin, la bataille s'accélère et les adversaires ne sont pas prêts à se faire de cadeaux. Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Mes 3 années de mandature ont finalement permis l'installation d'une démocratie interne au MEDEF qui permet que 2, 3 listes puissent s'affronter. Pour le moment, Carla est candidate, ça ne m'étonne pas. Elle est candidate à tout. Elle est candidate à la vice-présidence de la Caisse de sécurité sociale qui a lieu demain, il me semble. À chaque fois qu'un mandat s'ouvre, elle est candidate. Donc moi, je suis heureux qu'une femme chef d'entreprise soit candidate à la présidence du MEDEF, mais je la mets en garde contre le cumul des mandats. Ces propos datent du 29 janvier dernier, soit une petite semaine avant l'officialisation de sa candidature à la présidence du MEDEF. Thierry Galarme, qui brigue un second mandat, sait qu'il aura fort à faire face à Carla Baltus, la présidente du Pôle emploi, également vice-présidente de la CSSM, a d'ailleurs tenu à répondre à ceux qui l'accusent de cumuler les mandats. Il y a des commissions qui se réunissent 1, 2 fois dans l'année. Oh là là, mon Dieu, c'est trop. Ouais. Je veux dire, il y a des commissions qui sont très importantes. Le Pôle emploi, encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'assurance chômage. Et c'est un lien avec la vie d'entreprise. Vous voyez, avant, les pauvres salariés qui avaient des contrats de chantier ne bénéficiaient pas de l'assurance chômage. Aujourd'hui, on les a intégrés. Je suis quand même fière d'avoir fait ce travail-là. Oui, les exonérations de charges sociales, oui, je suis fière d'avoir fait ce travail-là. Et on peut faire encore plus et mieux. Il faut renouer des échanges qui n'existent plus avec les syndicats. Donc ça fera partie vraiment de nos gros chantiers. Il faut renouer le dialogue avec un certain nombre d'administrations, que ce soit l'ADA, la DRFIP, le conseil départemental, la préfecture. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on leur fasse part de nos difficultés. Soutenue par la Sodifram, Total, la SMAE, la MIM ou encore Artemis, Carla Baltus souhaite faire du dialogue social l'un de ses chevals de bataille, même si c'est également la transparence qui animera son mandat si elle est élue à la présidence du MEDEF. Je vais pouvoir amener de la transparence aux adhérents. C'est ce qui manque aujourd'hui ? Aujourd'hui, il manque de la transparence. Je veux dire, on cotise, c'est une chose, mais on a un service après-vente qu'on doit aux adhérents.
On le voit bien, on a travaillé depuis 2 ans. Normalement, on aurait dû travailler depuis 2 ans sur l'application du Code du travail. On nous avait demandé de faire des propositions. Les propositions n'ont pas été faites. Elles viennent comme le médecin après la mort. Et moi, je pense que si j'avais été à la présidence du MEDEF, avec mon conseil d'administration, je pense qu'on aurait été à mieux de faire beaucoup mieux que ce qui a été fait. On est aujourd'hui le 13, c'est ça? Oui. Voilà, Saint-Valentin, nous n'avons connu nos adhérents que le 9 à 19h, vous imaginez, alors que c'est une liste qu'on demandait depuis fort longtemps, qui devait être arrêtée par le conseil d'administration. Donc, je veux dire, on ne se rassemble jamais, on ne se voit jamais, et c'est pas normal. Donc, il est temps, justement... Il y a combien d'adhérents au MEDEF, Carla? C'est la grande question qu'il faudra poser à M. Galarme, parce que lui seul le sait. Entre les deux candidats, la guerre est aujourd'hui clairement déclarée. Quant à savoir qui sortira vainqueur de ce duel du patronat, réponse le 27 février prochain. 19h22 sur KTV, merci d'être avec nous. À présent, le reste de l'actualité locale de ce mardi 13 février, dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le 8 février dernier, dans le cadre du suivi du réseau des chouages mahorais des mammifères marins et des tortues marines, l'équipe d'Oulanga Nanyamba s'est rendue sur la plage de Papani, à l'est de Petite Terre. Malheureusement, les membres de l'association ont une nouvelle fois fait la découverte des restes d'un carnage sur cette magnifique plage de ponte. En effet, pas moins de 11 tortues vertes et 2 tortues imbriquées sans vie ont été découvertes. L'association affirme ainsi, je cite, « Malheureusement, il est possible que beaucoup de tortues braconnées soient trop bien cachées pour que nous ayons pu les retrouver. Le compte de 13 tortues braconnées n'est donc qu'un strict minimum des exactions commises par les chasseurs illégaux sur cette plage depuis le début de l'année. Rappelons que le braconnage et la consommation de tortues marines sont des délits punis par la loi. N'oubliez pas de contacter le REMAT au 06 39 69 41 41 si jamais vous trouvez des animaux marins morts ou blessés sur les plages mahoraises. Hier, l'équipe éducative de la cité scolaire de Bandrélé était réunie en assemblée générale. L'occasion de rappeler leur solidarité envers leurs collègues de Kahani et de Tsararano en droit de retrait face à la violence scolaire. L'équipe éducative appelle par ailleurs l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, les parents d'élèves et les élus de Mayotte à les rejoindre autour des revendications suivantes. Sécuriser les abords des établissements scolaires, les établissements et les transports scolaires, embaucher des surveillants et CPE en nombre suffisant dans tous les établissements de l'île et impulser un choc d'investissement dans l'éducation pour Mayotte, notamment dans la construction de classes supplémentaires dans le premier degré, de collèges et de lycées, pour répondre à la surpopulation scolaire qui, selon eux, ne peut qu'engendrer de la violence. Ils souhaitent également que les parents d'élèves et les élus les soutiennent, fassent connaître ces revendications, les popularisent et mènent des actions communes pour les faire aboutir. Après plus de 20 000 reconduites à la frontière en 2016 puis en 2017, la lutte contre l'immigration clandestine se poursuit à Mayotte. S'il est impossible de connaître le nombre d'entrées illégales sur le territoire, les autorités tentent de limiter la pression migratoire grâce à des opérations ciblées. À ce titre, ce matin et dans le cadre d'une réquisition du procureur Camille Miansoni, le commandement de la gendarmerie de Mayotte a déployé un dispositif de contrôle de zone et d'axe dans le secteur de Mangajou, Barakani, Ouangani. Pour ce faire, 74 militaires de la gendarmerie mobile et de la brigade territoriale autonome de Sada ont été mobilisés. À cette occasion, 26 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés et conduits vers le CRA de Pamandzi pour y être remis au service de la PAF dans l'attente d'une mesure de reconduite à la frontière. Un certain nombre d'infractions au code de la route ont également été relevées. Environnement pour terminer avec la 3e édition des Journées mondiales des zones humides actuellement en cours sur le territoire. Direction le centre-ouest de l'île où l'unique lac naturel d'eau douce qui abrite une biodiversité foisonnante, le lac Kariani. Notre équipe s'est rendue sur place ce matin en compagnie d'une association de protection des oiseaux à la découverte de l'un des sites qualifiés d'exceptionnel aujourd'hui, propriété du conservatoire du littoral. Petite évasion dans ce focus signé Adèle Laurent. On est assez tôt le matin, du coup c'est le pic d'activité des oiseaux sur la journée comme de la plupart des espèces animales en fait. C'est tôt le matin avant qu'il y ait de trop forte chaleur, c'est souvent la recherche de nourriture.
Et du coup, pas mal d'échanges entre les individus aussi, entre les guerres de territoire pour la chasse. Tous les bruits qu'on entend derrière nous, là, ce sont les différentes espèces d'oiseaux en fait, qui fréquentent le lac, donc des oiseaux d'eau principalement, que ce soit de la famille des hérons ou la famille des poules d'eau. On va avoir aussi des grèbes castagneux, puis on va avoir d'autres oiseaux, pas forcément des oiseaux d'eau à proprement dit, mais qui vont se servir de ces points d'eau pour se nourrir, comme les guépiers par exemple. Le lac Kariani est l'unique lac naturel d'eau douce de Mayotte. Et si ce site naturel protégé abrite une richesse ornithologique exceptionnelle, il accueille également un cortège d'autres espèces intéressantes. En effet, cette zone humide permet le développement d'une biodiversité foisonnante et offre une richesse naturelle à l'île au parfum. Tu vois les petits remous qui sont en surface? Ça, c'est les têtards de grenouilles. D'autres espèces vont aussi venir ici pour la reproduction, les grenouilles par exemple, qui vont venir pondre leurs œufs et les têtards vont se développer dans le lac. On va avoir des insectes comme les libellules qui vont venir pondre leurs œufs. La larve va se développer au fond des mares. Et inversement, toute cette reproduction va aussi donner lieu à des actions de chasse finalement, puisque les martins pêcheurs par exemple vont se nourrir des larves de libellules. Les hérons comme le crabier blanc, la grande aigrette, les hérons garde-bœuf, le héron strié vont se nourrir des grenouilles, des petits poissons qu'on peut trouver dans ces zones humides, ou même des petits reptiles, des insectes. Donc c'est toute une chaîne alimentaire, tout un réseau en fait un équilibre qu'on va retrouver autour du lac Kariani et qui fait que c'est un site remarquable au niveau de sa biodiversité. Mais comme dans toutes les zones humides, ces beautés naturelles sont menacées, notamment par la fragmentation et la destruction de ces milieux au profit des activités humaines. Ces écosystèmes jouent pourtant un rôle indispensable pour la nature comme pour l'homme. Ils stockent l'eau, limitent les risques d'inondation, jouent un rôle de filtre naturel et abritent, comme nous le voyons, une biodiversité exceptionnelle. Zainal Rachidi, élève de terminale en bac pro gestion des milieux de la nature au lycée de Coconi et stagiaire au GEPOMAI, nous en dit plus. Je commençais à m'intéresser à tout ce qui était à la nature, tout ça, la préservation des milieux de la nature. Et j'ai vu que c'était vraiment important de la préserver, vu que la nature, ça fait partie de nous. Donc s'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de vie. Et si on la détruit, on se détruit nous-mêmes, hein. C'est ça le truc. Donc il faut la préserver, faire en sorte que ça dure, quoi. La préserver et pour cause, 50% des espèces d'oiseaux connues à Mayotte dépendent de ces zones humides, comme le héron crabier blanc, oiseau en danger critique d'extinction. Cette espèce de la famille des hérons, dont la répartition se concentre dans l'ouest de l'océan Indien, niche à Madagascar, à Aldabra, à Europa et à Mayotte. L'île accueille en effet 10% de la population mondiale de crabiers blancs qui s'alimentent ici sur 4 sites, les retenues collinaires, la baie de Bouéni et le lac Kariani. Un plan national d'action a été mis en place en faveur de cet oiseau remarquable, plan d'action dont l'opérateur est le GEPOMAI. Objectif, mettre en place les actions de ce plan, dont la première est d'effectuer des missions de suivi et de surveillance. Ainsi, les membres de l'association viennent régulièrement sur les sites afin de recenser ces oiseaux. Le fait de répéter nos comptages une fois par mois de manière régulière, sur plusieurs années, ça va nous donner une tendance de ce que fait la population d'oiseaux. Est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue? Et il se trouve que les oiseaux, comme beaucoup d'autres espèces, en fait, le fait qu'elles soient à la fois prédateurs, proies, elles vont être des bons bioindicateurs de certains milieux. Et c'est ce qui va nous permettre, en fait, si la population d'oiseaux, elle augmente, c'est que tout va bien, ou pas. Ça peut aussi être un problème. Si elle est stable, tout va bien. Si elle diminue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, après, ça va être le travail d'essayer d'identifier cette cause, en fait, qui provoque la disparition des oiseaux. Nous, on fait le relais entre le terrain et les grands décideurs, on va dire, de tout ce qui est loi, gestion et autres. Le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte participe également à des actions de sensibilisation et à des animations, comme c'est le cas pour les Journées mondiales des zones humides, qui se tiennent jusqu'au 25 février sur le territoire. Si vous aussi, vous souhaitez découvrir ces milieux exceptionnels, rendez-vous sur le site internet de Mayotte Nature Environnement.
Et c'est sur ces magnifiques images que l'on referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et à suivre sur les antennes de Cozy la suite de votre programme. Rendez-vous demain 19h pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous sur Cozy.